Bonjour, rebonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Carte sur table avec Doucan, la poudrière du Moyen-Orient. Nous vous la racontons sur LCI avec évidemment ce bras de fer, Donald Trump d'un côté, les autorités iraniennes de l'autre, la question du nucléaire, Israël qui redoute d'être la première cible d'éventuelles représailles iraniennes si Donald Trump venait à frapper. Ça, c'est le contexte, vous l'avez à nouveau en tête, je viens de vous le résumer. Et puis, il y a ces menaces, parfois ambiguës. Regardez cette image. Cette image satellite, elle a été postée sur les réseaux par l'agence Fars. L'agence Fars, c'est un outil de propagande, disons, du régime iranien, très proche des gardiens de la Révolution. Et cette image, c'est une base militaire française, située aux Émirats Arabes Unis. Grégory Phillips, qui nous a rejoint sur ce plateau, le patron du service international d'LCI. Il y a Guillaume Lagan également qui est avec moi, spécialiste des questions de défense, relations internationales. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, chacun le sait, et l'auteur du livre Géopolitique de l'Europe aux éditions PUF. Grégory, qu'est-ce que c'est que cette base et pourquoi est-ce que les Iraniens publient cette photo satellite? Alors d'abord sur le message, vous avez raison, c'est publié sur le compte X de l'agence Fars News, qui est l'agence de presse en gros des gardiens de la Révolution. Vous avez cette photo, aucun commentaire, avec juste une photo satellite apparemment de la base d'Al-Dafra, qui est une base où sont positionnés des soldats émiratis, des soldats américains, et des soldats français, environ 900 à 1000 environ. Ils y sont, je crois, depuis 2008, mais il faudra que je vérifie ça. Et donc, c'est la principale... Il y a des Rafales sur la base. Il y a 6 Rafales. Ouais. Il y a un avion A400M. Et donc A400M, c'est le gros porteur de troupes de chez Airbus. Ouais. Et pour ajouter sur l'importance de cette base, souvenez-vous, les vœux aux armées d'Emmanuel Macron, le 20 décembre dernier, c'était où ? Sur cette base située aux Émirats Arabes Unis. On est à 30 km environ au sud de Dubaï. On est à 200-250 km des côtes iraniennes. Les autorités françaises, avec qui je sais vous échangez régulièrement dans le cadre de vos enquêtes, est-ce qu'elles réagissent à cette publication à la fois ambiguë et menaçante en réalité de la part des Iraniens? Alors on attend encore une réaction, évidemment. On a sollicité le Quai d'Orsay. Ce qui est compliqué, c'est... Est-ce que c'est une menace ? Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ce message un peu... On sait où tu es. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ce message un peu cryptique ? Question profane, peut-être que ceux qui nous regardent se posent. Ils ont des satellites, les Iraniens ? Oui. Non, mais tout le monde n'est pas forcément au parfum. Est-ce qu'ils ont des satellites ? Guillaume Lagan, vous qui êtes expert. Écoutez, je répondrai oui, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette publication me paraît étrangement opportune, 2 jours après que les autorités iraniennes aient classé les armées européennes comme groupe terroriste. Je rappelle que les Iraniens ont très mal pris le classement par les pays européens des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. C'était quand même la première fois que ce consensus européen se faisait sur une organisation qui jusque-là était un peu défendue par certains, notamment les Français, parce qu'on disait si on veut continuer à discuter avec l'Iran, il ne faut pas qu'on utilise cette arme qui finalement nuirait à la discussion diplomatique. Donc là, ça marque quand même si c'est symbolique, même si c'est sous-entendu, un net durcissement de l'Iran, des allusions peut-être sur de possibles attaques. Et on sait que c'est un pays qui, dans le passé, a quand même eu une relation plus que troublée avec les pays européens, et en particulier avec les Français. Si on remonte très avant, je vous rappelle que... au début des années 80, au Liban, l'attentat du Drakkar, de nombreux soldats français sont morts, et c'était le bras armé de l'Iran, le Hezbollah, qui à l'époque, enfin pas le Hezbollah, mais un groupe lié au Hezbollah qui l'avait frappé. Et aujourd'hui encore, on a un contentieux extrêmement grave avec Cécile Collère et Jacques Paris, Tout à fait. Qui ont été libérés de la prison d'Evin, mais qui sont toujours assignés à résidence dans l'ambassade de France à Téhéran. Donc la relation reste extrêmement compliquée. Absolument. Alors, pour vous qui nous regardez, j'apporte la réponse à la question que je posais tout à l'heure, parce que comme ça, vous avez les infos. Les Iraniens ont bien sûr des satellites d'observation militaire, ne serait-ce qu'en décembre dernier, ils en ont lancé 3 satellites supplémentaires. Alors, ils utilisent les pas de tir russes. Ils peuvent compter, oui, c'est ça, Baïkonour, c'est ça ? Baïkonour, ça c'est au Kazakhstan. Au Kazakhstan, c'est pas très loin, oui, de l'Asie centrale. Effectivement, ils bénéficient aussi des renseignements probablement de leurs alliés. On peut imaginer qu'il y a une espèce de coalition autour de ça. C'est très intéressant d'ailleurs la question de la géopolitique des satellites. C'est-à-dire que qui a les yeux aujourd'hui a évidemment le meilleur regard sur le terrain. La capacité à prendre des photos comme celle-ci, par exemple, ça fait partie des outils du champ de bataille
bataille aujourd'hui. C'est La question de la connaissance, savoir qui est l'autre, où il est, c'est évidemment central dans une guerre. C'est ce que disent les militaires. Guillaume ? Oui, si je peux juste ajouter par rapport à ce que disait Grégory tout à l'heure, cette base, elle a été décidée par le président Sarkozy. On est là sur les années 2007-2008. Et c'était en fait une demande des Émiratis que les Français disposent de capacités aériennes, navales et terrestres sur leur propre sol, de manière, si vous voulez, à dissuader l'Iran. On était déjà dans une relation compliquée avec l'Iran, parce que, là, on le voit très bien sur la carte, les Émirats Arabes Unis, c'est le pays qui est juste en face de l'Iran. Ils ont avec ce pays un contentieux territorial important depuis les années 70, qui porte en fait sur un chapelet d'îles qui sont dans le Golfe Persique. Et globalement, puissance sunnite, puissance chiite, il y a une rivalité qui explique notre présence. Alors on n'est pas les seuls, il faut savoir que juste à côté de la base française, vous avez une base américaine qui est beaucoup plus importante. Donc il y a aussi d'autres armées étrangères. Cette publication qui vise à impressionner, tout le monde montre les muscles. On vous voit. On vous voit, on sait où vous êtes. Cette publication intervient dans un moment de tension qui n'est pas redescendue. Nous sommes toujours dans ce bras de fer entre Donald Trump et Khamenei. Et au fond, je le résumerai ainsi, un accord sur le nucléaire ou la guerre. Et donc, sur le terrain, pour crédibiliser cette posture politique qui est celle de Donald Trump sur le terrain, l'inimaginable puissance militaire américaine continue de se déployer. C'est ce que nous raconte avec beaucoup de précision l'un de nos envoyés spéciaux dans la région, c'est Xavier de Giacomoni, qui est à Oman en ce moment avec cette capacité d'observation du fameux détroit d'Ormuz. Et Xavier de Giacomoni nous a laissé une correspondance. Écoutons-la ensemble. Oui, le dispositif est renforcé dans tout l'ensemble du Golfe. On voit énormément de gros porteurs, des C-5 notamment, atterrir sur toutes les bases américaines pour amener tout simplement de la défense antiaérienne. Et puis il y a toujours au large, dans le Golfe d'Oman, le porte-avions Abraham Lincoln avec tout son groupe aéronaval et notamment des destroyers capables de frapper avec des missiles Tomahawk sur l'Iran à tout moment, dès en fait le moment où Donald Trump le décidera, appuiera sur le bouton en quelque sorte. Le déploiement des forces militaires américaines pour que Donald Trump, s'il le décide, à un moment, nous verrons, puisse presser la détente et non pas la gâchette. Merci à vous qui nous êtes fidèles et attentifs. Vous avez absolument raison. On presse la détente sur un pistolet. Alors c'est comme cette image me faisait penser à une autoroute sur laquelle on trouverait des barrages de police partout. Parce qu'en réalité, ce détroit d'Ormuz, c'est 30 miles, donc c'est 50 km de large. C'est ce que nous montrait hier Xavier. Et Xavier nous montrait ces bateaux, ces navires qui étaient en attente. Vous avez 2 couloirs de circulation, un entrant, un sortant, qui font environ 4 km de large. Et on le dit, on le répète chaque jour, mais c'est un endroit de circulation des hydrocarbures. Et c'est environ 20% des hydrocarbures. C'est même un tout petit peu plus quand on ajoute le port qui se trouve pas très loin de la frontière du Pakistan, toujours en Iran. Et donc ça détermine un peu les prix de marché. Vous savez, on déséquilibre un marché avec 2 ou 3% de production en moins. Oui. Donc vous imaginez ce qu'on peut faire avec 20%. C'est absolument considérable. Et donc là, c'est une petite voie de passage. Cette mer que vous décrivez, tous la présence des alliés qui se trouvent. Alors les alliés sont les Américains, sont les Français, etc. Ça en fait quand même, ça fait de cette petite mer là quasi fermée, qui est le Golfe Persique là, ça fait un endroit absolument central, stratégique. Oui. Pour les relations internationales, mais aussi pour l'économie du monde. C'est le baril de poudre. C'est un peu oui, et puis la boîte d'allumettes se trouve à l'entrée. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, Guillaume. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pascal sur le fait que c'est vital, 20% du marché mondial. Ça fait en fait 20 millions de barils, parce qu'en gros, le marché mondial, c'est 100 millions de barils par jour. 95 voilà. Aujourd'hui. Maintenant, moi, je mettrai quand même 2 bémols. Le premier, c'est que si cette crise devait dégénérer en blocage du détroit d'Ormuz, ça serait quand même un problème pour l'Iran au premier chef. Parce que les ressources pétrolières de l'Iran, quand on le voit sur la carte, là, elles sont plutôt du côté du Koweït. Vous voyez, donc en fait, pour sortir leurs propres exportations vers la Chine,
ils vont eux-mêmes se poser une difficulté. Et puis, juste un instant, pour Bien dire sûr, que bien sûr. pas sûr non plus qu'ils soient capables, dans la durée, de bloquer un détroit, parce que les Américains ont quand même des capacités navales qui sont normalement supérieures aux leurs. Oui, mais s'ils se mettent à se tirer dessus d'un bateau à Oui, l'autre, ça y est, nous sommes dans Et l'escalade. surtout à partir du territoire iranien. Ouais. C'est le territoire iranien qui est Et encore une fois, important. pourquoi faire ça alors qu'ils ont eux-mêmes besoin d'une Oui, détroit. c'est ça. Là, ça, effectivement, il y a un déficit d'objectif là, de la part des Iraniens. Alors, c'est ce qui écoutons finance Donald Trump. Écoutons Donald Trump. Nucléaire. Dernière intervention, Pascal, en fait, il y a quelques heures, du président américain. Je voudrais qu'on l'écoute, Grégory, parce que bon, il répète un peu tout le temps la même chose, mais oui, mais c'est vrai. Mais payez attention. Alors, moi, je me fais vers des anglicismes comme vous, Grégory Phillips. Prêtez attention au ton, à la façon dont le président américain s'exprime hier soir sur le sujet. Eh bien, il va se passer beaucoup de choses. Vous avez l'Iran, la Russie, l'Ukraine, le Moyen-Orient. Il va se passer vraiment beaucoup de choses à propos de tous ces problèmes qui existaient bien avant que nous arrivions. Nous avons des bateaux qui se dirigent vers l'Iran, des gros bateaux, les meilleurs. Nous avons aussi des négociations prévues. Nous verrons comment tout ça tourne. Alors bon, il y a toujours les gros bateaux. Il y a toujours ce vocabulaire, gros, gentil, tout est big. méchant. Tout est Oui, big. ou gentil ou méchant. Bon. Mais la détermination à aller au conflit, est-ce que vous l'aperceviez, Grégory, il y a quelques jours? Je me souviens de vos interventions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'une inflexion? En tout cas, tout se prépare pour des négociations. Le New York Times révèle que cette nuit, que Witkoff et Arakchi, qui est le ministre iranien des Affaires étrangères, Witkoff qui est le négociateur en chef de Donald Trump, oubliez le département d'État, oubliez Marco Rubio, c'est Witkoff qui est à la manœuvre. Ils échangent des textos avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Arakchi, depuis plusieurs jours. Très intéressant. Donc il y a des échanges de textos sur le nucléaire, le balistique. Vous êtes sûr que ce sont des textos? C'est même pas une messagerie cryptée ou C'est ce que dit le sécurisée? New York Times, en tout Ils cas, disent texto. qui parle de SMS. Ah là là, c'est incroyable. Et Vraiment. tout ça pour préparer une rencontre, vendredi sans doute, Oui. en Turquie, à Istanbul ou Ankara, ça reste à déterminer, entre les deux négociateurs en chef américains que sont Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président, le ministre iranien des Affaires étrangères, Arakchi, et puis aussi sans doute d'autres partenaires, les Turcs, les Qataris, les Égyptiens. On avait parlé même de l'éventualité, d'un coup de téléphone, Trump-Ramenei. Ce qui serait tout à fait historique parce que c'est arrivé. C'est totalement improbable. Non, mais ça a été évoqué. Ah oui, bien sûr. Mais vous n'y croyez pas, les uns et les autres. Ouais. J'imagine mal Ramenei décrocher son téléphone pour parler à Trump. Mais Et la réciproque est vraie. Et la réciproque. Que, d'abord, dans quelle langue s'exprimerait-il? C'est pas évident parce que je pense que je suis pas sûr qu'ils sont anglophones. Et puis il faut voir ce que ça représenterait sur la scène intérieure américaine. Bien sûr. Est-ce que ça rapporterait quelque chose à Donald Trump de le voir discuter avec le chef des... Ouais. Ah ben, lui, s'il obtient un accord sur le nucléaire, qui peut ensuite le revendiquer, ce serait une victoire politique pour lui. Tous ses prédécesseurs ont échoué. Donc, Écoutez... alors, attendez, Grégory, vous disiez que Witkoff, là, se rend en Israël, c'est ça? Où est déjà? non, aujourd'hui, il rencontre Netanyahou. Voilà, c'est ça. Parce qu'évidemment, il faut prendre la température aussi côté Israël. Et donc, justement, nous sommes en ligne avec Betsabé Salem, qui est notre correspondante en Israël. Vous êtes Betsabé à Tel Aviv. Oui, c'est ça, vous êtes à Tel Aviv. Betsabé, qu'est-ce que le gouvernement israélien attend de la venue de Steve Witkoff? En fait, Israël veut surtout s'assurer que les Américains ne vont pas tomber, disons, dans le piège iranien de négociations qui n'en finissent pas et surtout sans compromis. Donc Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, il va fixer finalement les contours d'un accord qui, selon Israël, est un accord convenable et il va expliquer ses limites à Witkoff. Un accord convenable pour Israël, c'est l'arrêt total de l'enrichissement de l'uranium, c'est la fin du programme de missiles balistiques ou en tout cas la fin de la production des missiles qui menacent le territoire israélien et ça c'est la condition la plus importante pour Israël. Et puis troisième condition, c'est la fin du soutien de l'Iran aux organisations terroristes de la région qui elles aussi donc menacent Israël. En fait, Israël s'inquiète que Trump finalement ne se contente d'un accord sur le nucléaire et ne laisse de côté la question balistique qui est plus importante pour Israël. Or, eh bien, le mandat de l'équipe de négociation iranienne pour l'instant ne porte que sur la question du nucléaire justement. Cela dit, pour finir, un bémol important
l'important, c'est que même si Israël est relativement inquiet des négociations, eh bien, le sentiment général ici, c'est que ces négociations sont des négociations de façade et qu'en fait, Donald Trump a l'intention d'attaquer l'Iran. Ah, alors ça, merci beaucoup Betsabé Salem. On va se poser la question, est-ce que c'est pas du wishful thinking? Ne m'enguirlandez pas. La pensée magique. Pensée magique. J'allais bien sûr traduire. Guillaume. Oui, moi je serais assez d'accord avec cette dernière hypothèse parce que un accord, c'est quand même quelque chose qui a été très critiqué par les républicains sur les 2 dernières administrations. Obama, c'était non. Biden, c'était non. Aujourd'hui, quand on regarde le compte de M. Lindsey Graham, qui est quand même une voix, je pense, écoutée par les républicains, et en tout cas parfois par Donald Trump, il est très hostile à l'idée qu'un accord pourrait régler le sujet. Pour lui, l'État iranien est très affaibli, la République islamique est très affaiblie, c'est le moment de lui porter le coup de grâce. Et d'une certaine manière, si on est vraiment dans le wishful thinking, pour reprendre notre expression, c'est vrai que la fin du régime des mollahs, ça serait la meilleure garantie que le sujet nucléaire est clos. Tandis que tant que les républiques islamiques restent là, on risque de repartir dans un accord dont on ne sait pas très bien s'ils vont vraiment le respecter. C'est ça. Et je rappelle que l'accord nucléaire, c'est juste le premier de leurs soucis, parce qu'il y a aussi le soutien aux milices régionales, la prolifération balistique. Bon,